Alors, Ça va, Jean-François? oui, oui, ça va. Comment vous voulez Ah, une qu'on formation pratique pour comment vous voulez qu'on pour procède? Est-ce que vous voulez que je des dise jeunes quelque qui chose travaillent ou éducation. bien est-ce que vous voulez poser des questions? Voilà. Non, je vais vous mettre dans le contexte de la formation. Et donc, et après, on va te laisser pour le. Est-ce que tu nous entends? Mais avec un peu d'écho et j'ai pas compris ce que tu as dit. Ça veut dire, est-ce que tu m'entends? Oui, là, ça va. Très bien. Donc, ici, c'est une formation professionnelle pratique pour des francophones de Gaza. Oui, D'accord? oui. On parle de l'aspect technique, la qualité, les proverbes, la traduction. Et aujourd'hui, on fait appel à toi pour parler de ton expérience. Donc, on va parler pendant 10 minutes. Et après, il y D'accord, aura des débats, des questions sur, voilà, tu vas parler de d'accord. ton expérience sur la traduction, interprétation. D'accord? Alors, je vais pas vous raconter ma vie, mais ma vie est liée à la traduction parce que mon père était traducteur, il était professeur d'allemand. Et il était germaniste. Il a d'abord été professeur d'allemand, puis ensuite il a été traducteur au ministère des Affaires étrangères. Puis il a dirigé le service de traduction et de l'interprétariat. Et donc, je suis né dans la traduction. On, mon père fréquentait beaucoup de traducteurs. Nous recevions beaucoup de traducteurs de différentes langues à la maison, donc c'était une de nos préoccupations constantes. Qu'il s'agisse de traduction littéraire ou qu'il s'agisse de traduction politique, c'est-à-dire d'articles de journaux ou de communiqués. Hein. Et disons que mon père était de 1906 et donc il avait grandi pendant la guerre de 14-18 et il avait conçu pendant cette période de guerre l'idée que pour réunir les peuples, il fallait apprendre la langue de ses anciens ennemis. Voilà. Donc, en France, donc l'Allemagne, et cette connaissance des langues et par suite des cultures, dans son esprit, allait favoriser l'entente entre les peuples. Alors, il n'était pas du tout le seul à penser comme ça, c'est vraiment tout un mouvement de pensée en Europe, en Allemagne, comme en France, qu'on retrouve chez des écrivains comme Romain Rolland. Romain Rolland, mon père était né à une dizaine de kilomètres de Clamecy, dans l'Yonne, centre nord de la France, et il, Romain Rolland avait énormément milité pour le rapprochement des cultures avec notamment son grand roman Jean-Christophe, et qu'on ne lit plus beaucoup, mais c'est dommage. Je vous conseille de le lire, vous le trouverez en ligne très facilement. Et cette, cette réunion des esprits, des bonnes volontés qui passaient par l'art, qui passaient par la musique, bah, on la trouvait aussi chez quelqu'un de l'autre côté du Rhin comme Stefan Zweig. Stéphane Zweig avait une grande importance pour les petits germanistes comme moi aussi dans les années, moi je suis de 1951, on étudiait les œuvres de Stéphane Zweig sur l'Europe l'Europe des cultures parce que Stéphane Zweig écrivait dans un allemand, dans une langue qui était, bon, pas facile, mais quand même relativement facile par rapport à d'autres écrivains. Donc, c'était
C'était une des premières œuvres littéraires que nous avons abordées comme germanistes. Et par exemple, aujourd'hui, et je trouve ça très dommage, c'est pour ça que je milite toujours pour la traduction et l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, les jeunes Français n'apprennent plus l'allemand et les jeunes Allemands n'apprennent plus le français. Et moi, j'ai fait beaucoup disons, de stages linguistiques avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. C'était une initiative de Konrad Adenauer, le chancelier allemand, et du général de Gaulle. Et je pense que c'est un tort de ne pas connaître la langue de son voisin, de ne pas apprendre à parler la langue de son voisin. Euh, et à un moment où il y a de nouveau des tensions au sein de l'Europe, je pense que c'est plus utile que jamais de connaître les langues. Voilà. Euh, je ne pense pas, mon père était peut-être un peu naïf quand il était petit garçon et qui pensait que la solution, c'était d'apprendre les langues et que si on connaissait les langues, on allait bien s'entendre. Hein. C'est pas, ça ne se passe pas exactement comme ça. Mais en tout cas, ça me semble indispensable euh, pour connaître les, les différentes façons de penser au sein d'un même espace. Ici, l'espace de l'Europe de l'Ouest, l'espace européen. Parce que une langue, c'est aussi une manière de penser. Hein. C'est ça. Et les Allemands et les Français ont des manières de penser différentes, fort différentes. Et je ne dis pas que en connaissant ces différences, on va aplanir toutes les difficultés, on va résoudre tous les problèmes, mais je pense qu'on peut s'acheminer vers une négociation, une manière de résoudre les difficultés. Alors, je pense que ce qui était d'actualité au lendemain de la Première Guerre mondiale, de la guerre de 14-18, est toujours d'actualité. Voilà. C'est ma conviction, mais voilà, je vous explique pourquoi c'est ma conviction. C'est une conviction qui est ancrée dans le différent franco-allemand et dans le programme de réconciliation franco-allemande. Et je vois avec un peu de tristesse l'abandon de l'étude de l'Allemagne en France et l'abandon de l'étude du français et de la pensée française chez les voisins allemands. Alors, vous pouvez évidemment transposer ça comme vous le voulez, à une autre situation, celle qui est la vôtre, voilà, au- à la situation du Moyen-Orient. Donc, j'ai suivi au fond une tradition familiale. Mon père n'était pas du tout destiné à être un linguiste ou à faire de l'allemand. Il m'avait toujours dit que c'était parce qu'il était un esprit rebelle et que comme personne ne voulait étudier l'allemand au collège où il était à Auxerre dans Lyon, lui par rébellion, par esprit de fronde, s'était enthousiasmé pour la langue allemande et avait dit, bah, puisque personne ne veut l'étudier, moi je l'étudierai. Voilà comment était née sa vocation.
Et comme cette idée me semblait très juste, moi j'ai repris le flambeau, disons, puisque j'ai appris l'allemand avec mon père avant de l'apprendre au lycée. J'ai appris au lycée, puis à la fac, et puis après comme traducteur, mais je l'ai appris dès l'âge de 9 ans. Voilà, je savais écrire même il m'avait appris à écrire la Fraktur, qui était l'écriture manuscrite des Allemands, qui est une écriture un peu différente même très différente de l'écriture française. On appelle ça toujours l'écriture gothique. Et cette écriture gothique elle n'a plus cours, mais elle a laissé des traces parce que quand les Allemands vous écrivent une lettre manuscrite, ce qui se fait rare, puisque maintenant c'est plutôt avec on fonctionne avec les ordinateurs et donc ça abrase comme ça les différences graphiques entre les langues. Et quand ils écrivent un mot sur du papier, eh ben, beaucoup de jeunes germanistes aujourd'hui ont du mal à lire parce que c'est une écriture, une graphie différente. Ce sont toutes ces choses-là qu'il faut connaître et je pense qu'il faut aussi euh, multiplier les séjours linguistiques, les échanges linguistiques. Moi, j'ai eu toute ma jeunesse entre l'âge de 13 ans et l'âge de 18 ans, c'est-à-dire pendant toutes mes études de lycée, j'avais des correspondants, on faisait des échanges, il y avait des jeunes Allemands qui venaient à la maison et moi j'allais dans des familles allemandes. Je pense que c'est une connaissance sensible qu'il faut acquérir, c'est-à-dire il ne faut pas seulement acquérir une connaissance livresque, mais il faut aussi voyager, voilà, pour apprendre les langues et apprendre à se faire comprendre et à comprendre les autres. C'est ça, me semble-t-il, qu'il faut essayer d'ambitionner. Alors, si vous avez des questions à me poser, je ne sais pas si ça répond à votre attente, ce que je vous dis, je vous explique le rôle qu'a joué dans ma vie la traduction et d'où ça vient. Ça vient de l'histoire et ça vient de l'histoire de l'Europe. Voilà. Merci, monsieur Jean-François, pour cette introduction et pour toutes ces informations importantes de votre parcours dans la traduction. Mais comment dirais-je? J'ai une question à vous poser, c'est que je voulais savoir, s'il vous plaît, combien de langues vous avez appris Ah, hors de l'allemand. oui, alors, bon, je ne suis pas polyglotte. Je connais, j'ai fait des études classiques, donc j'ai appris le français, mais de manière très approfondie, c'est-à-dire grammaire, histoire de la langue, histoire des usages linguistiques. Euh, donc, ça implique un peu la connaissance des littératures du Sud, ce qu'on appelle la langue d'oc. Hein, la France était La divisée en langue d'oc et langues. la langue provençale, je les connais. Je connais ces langues-là dans le sud de la France. Voilà. Alors, c'est important de connaître, je vais de temps en temps dans le Sud, c'est important de connaître cette langue, elle est toujours vivante. Elle n'est plus parlée, mais elle a laissé des traces importantes. Alors, j'ai appris l'anglais, mais pas très bien. Je l'ai appris simplement pour me débrouiller, quoi. Je ne l'ai pas appris universitairement, hein. Je l'ai appris euh, pour pouvoir lire des articles de journaux, pour pouvoir lire
des nouvelles, de brefs poèmes. Alors, j'ai appris aussi l'italien. J'ai fait plusieurs cours d'italien en- à Pérouse, Ça dans, marche, ok. dans Mais différentes villes d'Italie. vous êtes originaire du sud de la France ou du Non, nord? mon Du père nord de était de France, Lyon et ma mère était de Strasbourg, Paris. de Paris ou de Oui, et Strasbourg? Lyon, mon père était né à 200 kilomètres au sud-est de Paris. Sud-est de Paris. Donc j'ai appris un peu d'italien. Lui-même, mon père avait appris aussi l'italien. Euh, Et vous avez mentionné Monsieur Stéphane Zweig, mais ça c'est un nom c'est qui a l'air d'être allemand, pas français, non? pardon, je n'ai pas entendu. Monsieur Stéphane Zweig. Stéphane Zweig, il a écrit un livre que je vous conseille beaucoup, chaleureusement. Vous le trouvez en traduction facilement. C'est Le Monde d'hier. On peut dire il avait un esprit européen, hein. Il était pour la réconciliation des peuples d'Europe entre eux, mais il était allemand d'origine. Oui. Et je vous disais, il est important de connaître d'autres langues. Et moi, j'ai essayé de maîtriser l'italien, mais je le maîtrise mal, hein. Si je suis en Italie, je peux baragouiner la langue allemande et euh, me satisfaire des besoins primaires, c'est-à-dire m'orienter dans les rues ou commander un repas, faire des courses, voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'italien. En revanche, je lis de l'italien, pas tous les jours, mais souvent, je lis la presse italienne, voir ce qui se passe, parce que ça ne suffit pas ça ne suffit pas de se contenter de ce qu'on dit dans les journaux, par exemple, dans les télévisions, dans les médias, dans les vidéos sur l'Italie. Il faut essayer d'aller à la source. Alors, j'ai étudié par ailleurs le latin, Mhm. donc, qui est une des langues qui est à La la langue source. la langue maternelle du français, l'italien, c'est des langues romances qui s'appellent les langues romances Les langues romanes, oui. roman, c'est pas Oui. roman. Les langues romanes. Roman. Alors, toutes les langues romanes découlent du latin et aussi, pour le français, de du francique, qui est une langue germanique. Le français est la plus germanique des langues latines européennes. Oui, c'est ça, comme le verbe boire en français, qui vient du latin, mais le verbe est trinqué vient du francique, comme qui vient francique, et c'est comme vous l'avez dit, c'est allemand. Ça vient Exact. en allemand, on dit trinken, et trinquer, c'est vient du même mot, du même mot. Quand on trinque avec un verre, hein, Oui, ça c'est vient de ça, l'allemand. trinquer, c'est ça. On heurte les verres en signe d'amitié. Ah, Euh, Ça vient de l'allemand. Trinquer, de la trinken. langue du Mhm. francique, c'est vrai ça, non? Et j'ai vécu un peu au Maghreb. Euh, j'ai enseigné en Tunisie, j'ai enseigné au Maroc, un petit peu en Algérie. Et bon, j'ai essayé de me familiariser avec la langue arabe, mais ça pose des problèmes très compliqués parce que euh, il y a d'énormes différences entre les dialectes. Le dialecte marocain, bon, par exemple, est très, très différent du dialecte tunisien. Et donc, je sais le b.a.-ba de la langue arabe, mais c'est tout, quoi. Voilà, je connais, j'ai
j'ai des notions vagues. En revanche, ce que j'ai appris à l'âge adulte, je ne l'ai pas étudié au lycée, mais j'ai essayé d'étudier un peu le grec, qui est très important pour comprendre comment la culture antique nous est parvenue. Donc, vous êtes un polyglotte, mais vous êtes Mm. pas. Plus ou moins. Il y a deux langues que je maîtrise bien, c'est le français surtout et aussi l'allemand. Mais je le maîtrise moins bien que le français quand même. Mais ce sont les deux langues que je maîtrise le mieux, quoi. Le reste, bon, j'ai des notions, une curiosité, c'est ça. Je pense qu'il faut pas, faut jamais abandonner la curiosité pour les autres langues. Comment ça se Tu dit? parles un peu arabe ou non? Hein? Arabe. Chouya, Chouya Machi Bezef, oui. Chouya Machi Bezef. Il y a, il y a un grand essayiste, juriste qui est mort récemment, qui s'appelait Pierre Legendre et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Tour du monde des concepts. Alors, ceux qui sont abonnés à ma liste WhatsApp le connaissent parce que j'en ai parlé très souvent. Euh, c'est un, c'est un livre qui regarde pour des concepts comme la vérité, l'organisation, voilà, qui retrace le sens d'une quinzaine de mots dans une dizaine de langues à peu près, qui viennent du monde entier. Et je pense que ce genre d'études est très fructueux et qu'il faut poursuivre en ce sens. Le tour du monde des concepts de Pierre, euh, Pierre de Legrand. genre. Par exemple, le mot religion ou le mot État. Hein, comment ça se dit dans les autres langues? Voilà. Je pense que c'est très utile d'explorer ce domaine-là. Alors maintenant qu'il est mort, je ne sais pas qui va prendre la suite de ses études, je ne le sais pas. Bonjour, monsieur Jean-François. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Je- Ah oui, bonjour, pardon. Ah, vous êtes dans l'angle de mon écran, je ne vous voyais pas très bien. Oh, Ah, Là, ah oui, là je vous vois très bien. bonjour. Merci premièrement, merci pour les informations. Comme vous savez, pour être qualifié dans le domaine de traduction, on doit être conscient de la culture, de la langue qu'on traduit. Donc, ma question, c'est comment découvrir la culture française Je ne vous entends pas bien. Votre question, c'est... est-ce que c'est clair maintenant que vous m'entendez? Ah oui, beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Et donc, comme vous savez, pour être qualifié au professionnel dans le domaine de traduction, on doit être conscient de la culture, par exemple, française, si je traduis à la langue française.
Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour bien découvrir la culture française et en ce qui concerne la traduction? Alors, Moi, euh, français. je ne sais pas si Ziad a fait de la publicité pour ma liste WhatsApp. J'écris tous les jours un certain nombre d'informations sur la vie culturelle, politique, linguistique de la France. J'envoie à peu près une douzaine d'articles qui concernent aussi bien des choses historiques que des choses actuelles, de l'actualité. Alors, je ne sais pas si Donc, vous pouvez demander à Ziad de vous inscrire sur cette liste ou si vous y êtes déjà. Elle est ouverte, Yasmine. C'est une découverte. Il Comment? était caché. Comment? Yasmine était cachée. Comme Chérie, comme Nabil, comme Ibrahim. c'est ma première fois que Voilà. Alors, je ne sais pas si vous les consultez parce que je n'ai pas de retour, je n'ai pas de réponse de Non, votre part. Alors, je vous écris. Jean-François, c'est francophone. On va l'ajouter sur la liste de WhatsApp après la formation. Mais c'est francophone, ils sont excellents, mais ils étaient cachés. Ça veut dire qu'on ne savait pas que Yasmine, Dima. Donc, ils sont francophones, mais aussi. Et maintenant on vient de le découvrir comme ça. Donc, Voilà. courage. Parce que c'est une sorte de liste de diffusion qui est assez copieuse, hein. J'essaye d'aborder des thèmes variés et nombreux. Voilà, je vous dis, j'en vois entre une dizaine et une quinzaine de posts chaque jour. donc vous parlez Donc de la vie quotidienne des Français, par exemple. voilà, Par- j'essaye de faire un peu ce que vous faites avec Gaza, Gaza la vie. Voilà. Hein. ok. Avec Gaza la vie, vous essayez d'informer les Français de ce qui se passe à Gaza et en Palestine, hein, de manière générale. Moi, j'essaye de vous informer de ce qui se passe en France. J'essaye que ce soit vivant et concret. Alors, peut-être que je pourrais faire mieux, mais pour ça, j'aurais besoin de votre aide et de vos avis pour m'améliorer. Vous m'avez souvent demandé de vous faire des commentaires sur votre site, que ce soit Gaza en français ou la chaîne Gaza la vie. Alors, je l'ai fait, mais je veux bien que vous fassiez aussi en sens inverse, que vous me donniez des conseils, que vous me disiez s'il y a des domaines qui vous intéressent plus que d'autres, et des choses que j'oublie d'approfondir. Voilà, il faudrait me le faire savoir. Moi, maintenant, je suis un vieux monsieur, je suis un homme âgé, donc je, j'ai beaucoup de temps à consacrer à ça. J'ai des étudiants un peu au Moyen-Orient, en Iran, au Maghreb, surtout maintenant. Et j'ai un enseignement, je, je leur enseigne de manière indissoluble la langue française et la culture française et aussi l'esprit français. Voilà. Par exemple, j'avais une discussion avec Ziad. Je suis très hostile au communautarisme anglo-saxon et je suis pour le centralisme français. Voilà. Et Je quand pense vous que utilisez ça- des postes, par exemple, vous utilisez la langue classique officielle française ou bien la langue courante, la langue de la vie quotidienne. il y a, C'est différent, je je- pense. dans cette liste de diffusion, j'utilise les deux. C'est-à-dire qu'il y a des rappels historiques et il y a aussi de la grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire,
il y a pas mal de choses sur l'évolution actuelle du français, les tendances du français actuel, comment les jeunes s'expriment, par exemple, les nouveaux mots, les néologismes, les nouvelles façons de s'exprimer en français. Mais il y a toujours aussi des rappels historiques avec j'en vois, il y a énormément maintenant de livres qu'on peut consulter, par exemple, sur Wikisource, hein, qui sont en PDF sur Wikisource. Mais il y a aussi maintenant beaucoup d'audiolivres. Moi, j'en consomme énormément des audiolivres parce que le soir, j'ai les yeux un peu fatigués maintenant. Et donc, avant de m'endormir, j'écoute des livres que je n'ai pas lus, parce que je suis loin d'avoir lu tous les livres. Et donc, il y a des livres que je n'ai jamais lus, soit des livres de grands auteurs qui m'ont échappé, que je n'ai pas lus, soit des livres que je ne connais pas. Voilà, il y en a beaucoup. Et donc, tous les jours, j'écoute des audiolivres. Moi, je vous conseille vraiment euh, de pratiquer les audiolivres. Et j'écoute aussi beaucoup de chansons. J'ai toujours été un... Vous savez qu'on dit qu'en France, tout se termine par des chansons. Ben, euh, pour montrer le caractère un peu frivole des Français. Et eh bien, moi, je connais bien l'histoire de la chanson française, aussi bien les chansons anciennes que les chansons plus récentes. Je connais mieux les chansons anciennes que les chansons plus récentes, je vous avoue, mais j'essaye de suivre l'actualité de la chanson parce que je trouve que c'est un bon moyen de, de suivre l'évolution du français actuel. Voilà. Mm. Ah oui, bonjour. Oui, Bonjour. ah oui, bonjour, bonjour. J'entends mieux à gauche qu'à droite. Merci à vous d'abord. Quelles sont les meilleures techniques disponibles de ce jour Quels pour sont les quoi, les? quelles sont les meilleures techniques disponibles pour avoir un bon niveau à la traduction? Quelles Pour sont apprendre. les meilleures techniques disponibles? Vous Je- m'écoutez? oui, oui, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment un problème technique, Mhm. la traduction. Il y a des techniques, mais il faut, il faut pratiquer le bain linguistique. Il faut s'immerger Mhm. dans la langue hein, qu'on veut traduire et avec cette immersion dans une langue étrangère, eh bien, on prépare finalement le métier de traducteur. Alors après, si vous voulez, il y a des recommandations, des conseils que je peux donner pour la traduction. Il faut savoir être proche du sens hein, des textes qu'on traduit. Il faut être proche du sens, respecter le sens des phrases, des mots, des textes, mais il faut aussi euh, savoir ne pas être trop près hein, du texte original, parce que si vous faites du mot à mot, eh ben, ça va donner du charabia. On ne comprendra pas ce que vous dites. Il faut savoir s'écarter quand même du texte original, et il faut savoir le recréer,
dans votre langue. Voilà, ça, je pense que c'est une chose indispensable. Vous avez mentionné le mot charabia tout à l'heure ici, maintenant. Oui, Charabia, c'est un mot arabe qui vient voilà, d'origine arabe. le charabia, voilà. Ça ressemble à de la langue, mais ça n'est pas de la langue. Et surtout, c'est qui a le sens comme trinquer, boire, quelque chose comme ça. Oui, Charabia, qui a le verbe yashra, veut dire la même chose qu'en boire, en français. Mais ça, alors, l'histoire d'une langue, c'est l'histoire des gens qui parlent cette langue. Vous êtes d'accord avec moi? je Non? n'ai pas entendu le début. J'ai dit que l'histoire d'une langue, c'est l'histoire des gens qui parlent cette langue. Ah oui, bien sûr. Il faut connaître l'esprit, la tournure d'esprit de ceux qui parlent cette langue. Ah, ça, c'est tout à fait indispensable, oui. Et dans votre département de traduction, quelles sont les langues que vous abordez? Comment? Dans votre département de traduction, quelles sont les langues que vous abordez? Le français, l'anglais aussi? Ouais. Le français, l'anglais, et c'est ça dans l'université, mais il y a d'autres langues dans les centres privés. Bonjour, Bonjour. ça va? Merci pour votre présence. Je vais parler un peu pour la traduction et votre exemple que vous maîtrisez la langue allemande. Oui, Que vous avez dit. Bon. c'est nos voisins. Ah, Il faut parler la langue de ses voisins. ich spreche Deutsch. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez basé sur quoi au début? Votre début, par exemple, vous avez basé sur un compte riche de vocabulaire ou bien connaître la culture, La grammaire, la structure, la grammaire. la grammaire. Ah oui, j'ai un étudiant iranien qui est sans doute le meilleur de mes étudiants que j'ai formé depuis maintenant presque une quinzaine d'années. Et il me dit, vous comprenez, la grammaire, la syntaxe, c'est comme le squelette pour le corps. Une fois que vous avez le squelette, vous n'avez plus qu'à placer les organes, hein, comme ça, sur le squelette. Et une fois que vous avez placé tous les organes, vous enveloppez ça avec la peau et vous avez la totalité de la langue française. Comme il est aussi architecte, cet étudiant extrêmement brillant, il me dit, voilà, c'est comme une structure architecturale. Il faut des fondations, il faut une structure solide, la grammaire, et puis après, vous pouvez mettre, prendre un architecte d'intérieur et puis euh, meubler cette architecture euh, que vous avez conçue, hein. Voilà, c'est Et les deux métaphores qu'il emploie, la métaphore du corps et la métaphore du bâtiment. Bon, et je trouve que c'est profondément juste. Et les étudiants qui ne veulent pas faire l'effort d'acquérir la structure de la langue, c'est-à-dire la grammaire, la syntaxe, eh bien, ils butent sur, ils butent dans leur progrès, ils sont entravés dans leur progrès. Ils n'arrivent jamais à un bon niveau. Et il y en a qui ne veulent pas faire cet effort parce que c'est un gros effort, hein. J'en suis sûr. Je l'ai fait moi-même, donc je sais ce que c'est. Et certains pensent qu'avec ChatGPT ou avec
des logiciels qu'on trouve sur Internet, ça remplace la pratique d'une langue, mais moi, ça me semble faux. On peut s'aider des logiciels. Hein. Bon, moi, je m'aide beaucoup avec Améliorer les logiciels. les outils Internet, mais ça n'est pas quelque chose, ça ne résout pas les problèmes. Je ne le crois pas. Un dernier mot, s'il vous plaît. Concernant la pratique, je vois que j'ai rencontré des gens qui parlent très bien français, grâce à Dieu, à M. Ziad aussi, qu'il nous a réunis. Il nous manque la pratique, la dialogue de parler cette langue, la langue française, ou bien anglais, ou bien n'importe quelle autre langue à part l'arabe. Pour améliorer la langue, il faut qu'il y aura un dialogue. Il faut parler aux gens qui parlent le français pour améliorer même notre langue, parce qu'il y a des gens qui parlent le français et qui n'utilisent pas cette langue. Ça ne va pas s'améliorer. Non, il faut pratiquer, ça c'est sûr. Et c'est comme la religion, il ne suffit pas de croire, il faut Oui. pratiquer. Oui, c'est Il faut pratiquer, ça c'est sûr. Et moi-même, hein, bon, je dois dire que maintenant j'ai du mal à marcher, donc je me déplace beaucoup moins. Je suis allé peu en Allemagne ces dernières années et j'ai perdu, hein, j'ai perdu un peu de facilité à m'exprimer. Bon, heureusement, avec WhatsApp et avec Zoom, j'arrive maintenant à, à tisser des liens avec des amis allemands qui ne sont pas à côté de moi, quoi. Voilà. Merci, merci. Merci beaucoup. Allez, dis-moi une question. Mm. Bonjour, monsieur. Ah, Bonjour. ah, bonjour. Merci Vous êtes à ma gauche. Quoi? Vous êtes à ma gauche, voilà. À gauche de mon écran. Merci à vous, à votre présence avec nous. J'ai une petite question. Vous préférez la traduction écrite ou la traduction orale? Ah, alors là, je vous réponds écrit parce Pourquoi? que l'oral, c'est différent. C'est de l'interprétation. C'est Moi, je suis un esprit plutôt précis, donc j'aime bien l'exactitude. Maintenant, quand je traduis, je fais ça. Hein, je partage, vous connaissez la technique, on peut partager son écran en deux. À gauche, je mets le texte à traduire et à droite, je fais la traduction. Alors ça, c'est pour ce qui est, mais pour faire de l'interprétation, c'est-à-dire traduire oralement à la vitesse d'un locuteur qui s'exprime, je ne l'ai jamais beaucoup pratiqué et je ne suis pas bon dans ce domaine-là. Mais je suis très facilement débordé. C'est plus difficile. On vous remercie, monsieur Jean-François, pour cet entretien avec nous. Et on vous remercie C'était un grand pour votre plaisir temps. et je suis content de voir qu'à Gaza, il y a des étudiants et des étudiantes qui partagent mes préoccupations et mon goût des langues. Moi, j'ai fait mes études en France, à l'Université de Toulon. J'ai fait mes études de doctorat avec monsieur Stéphane Monnier. Mais ça, c'est pas, c'est pas important, mais j'ai vécu 5 ans de mon vie en France. Et Vous avez vécu 5 ans en France, ça s'entend. Ça oui, s'entend. Donc, Jean-François, pour te mettre un peu rapidement, d'abord, merci pour ta présence. Donc, je vous rappelle que Jean-François, c'est un grand ami de la Palestine, de Gaza, qui depuis 2-3 ans
Il est toujours présent pour faire des Zooms, des conversations. Et même, il a amené beaucoup de personnalités francophones, comme Philippe, comme professeur, comme d'autres personnalités. Et souvent, il fait des Zooms avec les francophones. Donc, ça, numéro un. Numéro deux, il aide beaucoup les Moyen-Orientaux. Il a des étudiants iraniens qui aident de façon bénévole à corriger. Voilà. Et pour développer des échanges avec les uns, on a créé avec lui un groupe qui s'appelle Échange avec les francophones. Mais malheureusement, les francophones de Gaza, les dizaines, comme il a dit Nabil, voilà, il n'y a pas de pratique. Donc, j'espère avec vous, à la fin de la formation, on va vous ajouter au groupe. Et Jean-François, avec beaucoup de gentillesse, chaque jour, il envoie 5, 6 vidéos, articles, des événements en France pour comprendre la culture française. Donc, c'est des outils très importants qui, lui, le regroupe. Et comme elle a dit, c'est comme Gaza en français, Gaza la ville, la vie quotidienne à Gaza, lui, il fait sur la culture française. Et surtout sur l'évolution de la société française. La société française de 2018, c'est pas comme aujourd'hui, d'accord? La société française de 2020, c'est pas avec la crise sanitaire, avec les gilets jaunes, avec la retraite, les manifestations, donc toutes les différences. Pour cela, il faut profiter au maximum de ça. Et donc, après cette formation, si Dieu le veut, on va vous ajouter sur le groupe, vous allez recevoir d'une façon régulière. Donc, oui, il y a une chose. C'est quoi le site C'est un groupe WhatsApp. On va vous ajouter, voilà. Parce que c'est Jean-François, ces personnes, ils sont très gentils, mais il était un peu caché, d'accord? Mais je n'ai pas entendu, mais Il était caché, d'accord? À Gaza. On ne savait pas qu'il y avait des diplômes et des diplômés comme ça, d'accord? oui. Voilà. C'est pour cela, nous, comme on a découvert ça, on a fait dans le centre de langue française à l'Université de Gaza, on a mis une annonce pour choisir une ou deux personnes pour gérer le centre avec l'équipe qui existe, que tu le connaissais, Lobna, Erawan et les autres. Voilà. On a découvert qu'il y avait 25 personnes, 27 candidats et candidates. Et nous, on ne savait pas. J'avais des étudiants, mais je ne savais pas qu'il y avait des étudiants de l'Azhar, des étudiants de l'Aqsa, des gens qui sont venus de l'Algérie, qui parlaient français. Donc, on a proposé cette formation pour échanger. Et voilà, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est toujours il y a des absents. Mais on Oui, voit cette équipe, on va continuer la formation. À la fin, ils vont être avec nous dans les échanges Zoom, comme ça, ils vont développer leur langue française. les Français disent c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grands fleuves. C'est ça. Voilà. Et on va comment traduire ça. C'est ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, Exactement. Il y a beaucoup de proverbes qui vont dans ce sens. En arabe, Il me semble qu'il faut essayer de comprendre. Et parfois, c'est difficile pour vous, mais c'est aussi difficile pour nous de vous comprendre parce que vous êtes une société en mouvement et nous sommes aussi une société en mouvement. C'est pour ça que j'ai une adoration pour Balzac, parce que Honoré de Balzac, avec la comédie humaine, il a écrit le grand livre de la société française en mouvement après la Révolution française. Voyez. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de saisir, c'est le mouvement des sociétés, comment elles évoluent, et elles évoluent assez vite. Hein. Bon, par exemple, j'ai des discussions avec Ziad entre le moment où il a fait ses études en France et maintenant, il y a eu des évolutions importantes dans la société française. Et il faut pas, je pense qu'il faut, beaucoup de gens sont nostalgiques, disent que c'était mieux avant. Je pense qu'il faut essayer de comprendre comment les choses évoluent. Voilà. Et de même, la société palestinienne, elle a beaucoup évolué au cours de ces 20, 30, 50 dernières années. Hein. Même aussi depuis la Révolution française, la société palestinienne aussi, il s'est évolué au cours des temps. Énormément. Hein. Donc, il faut pas
il faut essayer, quand on s'intéresse à une culture, à un domaine linguistique, il faut ne pas figer les choses. Hein. Il ne faut pas les voir comme quelque chose qui ne bouge plus. Il faut voir les mouvements, hein, les plaques tectoniques, comme on dit en géologie, hein, les plaques qui bougent sous le sol. Hein. C'est ça qu'il faut essayer de percevoir. Et c'est très difficile. Oui, je sais. Et grâce à vous, grâce à la liste que je fais sur WhatsApp, j'ai perçu beaucoup de choses des évolutions de la société française parce que j'essaye de me mettre à votre place et de voir tous les domaines qui sont susceptibles de vous intéresser. Et donc, j'ai appris énormément. Et aussi avec mes étudiants du Moyen-Orient, de, 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 de l'Iran ou du Maghreb, j'ai beaucoup appris parce que ils me posent des questions qui m'embarrassent, je ne sais pas y répondre, donc ça m'oblige à chercher et à trouver des explications. Pas de questions. On Il dit faut, merci beaucoup, il, il- il Jean-François. faut essayer toujours d'enseigner parce Oui. que l'enseignement, c'est ça qui permet d'ajuster son propos aux attentes de la personne à qui on enseigne quelque chose. Hein. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, voilà. Ben, merci. Merci C'était un beaucoup. grand plaisir. Au revoir, Au monsieur revoir. Jean-François. C'était un grand plaisir de Au m'entretenir revoir. avec vous. Très belle vie. Et donc, je suis à votre disposition pour On va bosser dessus. reprendre cet exercice. Ce n'est pas un exercice d'ailleurs. Reprendre ces entretiens. Je pense que c'est très riche, ça, ce qu'on fait, ce qu'on a fait là. Hein. C'est très. Le mois d'octobre, on va organiser un prix sur le livre sur la laïcité. C'est intéressant. Voilà. D'accord. Entendu. Alors, encore merci. Bon Merci après-midi. à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Très bien. Non, monsieur. Docteur Marwan. Non. Docteur Marwan. أبو مهند. خلاص. تمام. طيب. Excellent. Eso, bien,